Bonjour à tous et j'ai l'honneur de démarrer cette journée de talk au niveau du Virtual Azure Community Day. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de montrer un petit peu quels sont les outils et services de base que tout développeur doit connaître lorsqu'il va commencer à travailler avec des outils dans Azure. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. On ne va pas tous les voir non plus, mais on verra une grande partie des outils intéressants. Alors, je vais d'abord me présenter. On l'a dit, je m'appelle Denis Voituron. Je travaille pour une entreprise belge qui s'appelle Onirix, qui est en gros une société de consultance dans toutes sortes de langages et de technologies. On fait aussi bien du Java, on fait du .NET évidemment, et on fait principalement du développement sur mesure pour nos clients. Et je suis également le fondateur et le co-animateur avec deux amis, Tos et Richard Clark, du podcast qui s'appelle DevApps. Et donc, vous pouvez nous retrouver tous les mois sur devaps.ms. Et un peu comme l'activité ici, on a réalisé des meet-ups, donc tous les mercredis à 17h. Vous pouvez nous rejoindre aussi, vous faites devaps.ms/meetup et vous pouvez vous inscrire gratuitement. On aura l'occasion de discuter pendant une heure de toutes ces technologies et de tout ce qui nous préoccupe en tant que développeurs. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler d'abord d'Azure. Je vais d'abord expliquer ce que c'est Azure pour ceux qui se posent un petit peu la question, à quoi ça peut servir. Alors déjà, il faut savoir que Azure, en gros, c'est jamais qu'un ensemble de data centers, comme on le voit ici sur la vidéo qui tourne, un ensemble de data centers qui sont répartis dans une multitude de régions. C'est une des grandes forces de Microsoft. Ils ont actuellement 58 régions à travers le monde, dans plus de 140 pays. Et donc, ces régions hébergent des centres de données, des data centers sur lesquels Microsoft gère toute l'infrastructure, toute la sécurité, tout ce qui est nécessaire. Et donc, nous, on a juste besoin d'arriver et d'utiliser les services et forcément de payer les services plus ou moins cher en quelque sorte en fonction de la qualité de service ou de l'élaboration qu'on va vouloir utiliser. On verra d'ailleurs tout à l'heure, on peut demander par exemple de géorépliquer sur différents data centers à travers le monde. Ça coûte évidemment plus cher que si on a tout à l'intérieur d'un seul serveur sur un data center. Donc voilà, ça c'est un peu la vision physique entre guillemets d'Azure. À côté de ça, il y a une tripotée de services, je vais dire, qui sont disponibles. J'en ai répertorié ici quelques-uns. Ils ne sont pas encore une fois, ils ne sont pas encore tous. Alors vous le savez probablement depuis quelques années maintenant, Microsoft n'est plus uniquement orienté dans ces technologies, il est entièrement ouvert. Et donc on a à notre disposition sur des serveurs Azure aussi bien du PHP, du Node.js, du .NET, du Java, et Microsoft supporte également ces technologies. Donc si on a des problèmes pour faire des déploiements de ce genre d'outils, on va évidemment pouvoir les contacter et avoir de l'aide pour savoir comment mettre tout ça en place. Donc il y a ça en termes de framework, il y a ça en termes de base de données, on a aussi bien forcément du SQL Server, du CosmoDB pour ceux qui veulent faire ou du MongoDB pour ceux qui veulent faire des bases de données de type NoSQL. Et puis tout ce qui est infrastructure, du Windows évidemment, de l'Oracle Linux, du Red Hat, enfin tout ce que vous voulez en quelque sorte se trouve ici. Donc j'ai mis en jaune, en highlight un petit peu les éléments qui sont pour moi les plus pertinents et qui sont plus intéressants pour la majorité d'entre vous, mais vous voyez qu'il y a énormément d'outils et de services qui sont déjà disponibles. Alors on va voir, on va très rapidement passer dans une démonstration, on va vite se rendre compte que c'est globalement toujours la même manière de créer et de s'abonner en quelque sorte à un service. Et donc on va voir comment mettre tout ça en place. Je vais juste peut-être passer quelques services en revue parce qu'on n'a pas non plus l'éternité pendant les 40 minutes qui nous restent. D'abord, on va voir tout ce qui concerne le stockage, donc pour enregistrer des fichiers de type statique, pour faire notamment par exemple des single page applications. Tout ce qui est gestion des queues, queue FIFO, donc entrée-sortie et ce genre de choses. On verra également tout ce qui est service web. Donc là, c'est des hébergements de sites web et développés en .NET, en Java, en PHP, en Python. Donc je l'ai dit, quelle que soit en quelque sorte la technologie demandée, sur des serveurs Linux ou des serveurs Windows d'ailleurs. On verra également comment faire pour créer et se connecter à des bases de données de type soit SQL, soit de type NoSQL. On verra très rapidement les aspects virtual machine et alors le monitoring, voir comment faire pour consulter les fichiers log, la gestion des performances. On va voir que Azure nous fournit un petit peu tout ça. Donc voilà, j'ai globalement parlé suffisamment. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer ça en démo. Alors, j'ai enregistré une petite démonstration de... il faut que je revienne ici. Voilà. J'ai enregistré une petite démonstration de tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et la première chose dans Azure à savoir, c'est d'abord, c'est pour créer une ressource, créer un élément, c'est de venir soit par cette barre d'adresse supérieure, dans laquelle je peux écrire en quelque sorte ce que je veux comme ressource à vouloir créer. Et la première qu'on conseille souvent de réaliser, c'est de réaliser ce qu'on appelle une ressource groupe, donc un groupe de ressources
dans lequel je vais simplement lui donner un nom et dans laquelle je vais pouvoir venir simplement regrouper l'ensemble de mes services pour pouvoir les classer. Je dirais qu'à la limite, c'est un peu comme si on avait un dossier dans lequel on va venir déposer ensuite des services de type web, de type base de données, de type fichier, etc. On va pouvoir les regrouper au sein d'une seule et même unité. Donc, je vais l'appeler par exemple ici Virtual Azure Backup, par exemple. Je vais choisir la région dans laquelle mes différents services vont se trouver. Je prends l'Europe de l'Ouest pour ma part. Je passe à l'élément suivant où je peux là venir mettre un tag. Donc le tag, c'est en gros simplement venir mettre des libellés qui me permettront encore une fois de retrouver plus facilement mes ressources et mes éléments par après. Bon, dans mon cas, je n'en mets pas. Et j'appuie sur le bouton de création. Quelques secondes plus tard, j'ai ma ressource en quelque sorte qui est créée et je peux simplement demander à y accéder et j'arrive dans cette liste vide avec juste un petit bouton ajouter qui va me permettre ici de rajouter des composants, donc de m'abonner à des services présents au niveau d'Azure. Donc j'appuie sur ce bouton Add. Je vais pouvoir faire une recherche dans ce qu'ils appellent le marketplace, donc aussi bien les services fournis par Microsoft que par des services tiers. Par exemple, on va commencer par, je l'ai dit, par regarder tout ce qui est stockage de fichiers. Et donc la première chose ici, c'est par exemple de créer un service Storage Account. Donc j'ai appuyé sur le petit bouton Add, j'arrive sur cet écran pour choisir en quelque sorte et pour lire le descriptif de ce que c'est un Storage Account. Et j'arrive sur un écran dans lequel on va me demander de choisir l'abonnement. On verra d'ailleurs à la fin comment fonctionne cet abonnement et comment je peux retrouver notamment les prix associés à tout ça. Évidemment, il m'a remis ici mon ressource groupe sur lequel je m'étais positionné. Et en dessous, j'ai juste quelques zones à devoir remplir. Donc, première chose pour avoir un espace de stockage, un storage account, c'est de donner un nom. Je vais l'appeler par exemple VA Storage Backup, mais je ne peux pas mettre des tirets, donc il me l'indique. Donc, hop, je mets quelque chose d'un peu plus correct. Je choisis le data center où je veux le positionner. En général, moi, je vais toujours choisir Europe de l'Ouest. Voilà, c'est un peu là où on se trouve pour le moment. Je choisis les performances, et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu partout au niveau d'Azure. C'est qu'évidemment, en fonction du service, de qualité de service qu'on va vouloir obtenir, on va devoir le sélectionner, et forcément, le prix va en dépendre. Donc, souvent, ce qui est conseillé, c'est plutôt de dire, je vais choisir quelque chose de très bon marché, donc de très petit au départ, pour développer, pour démarrer. Et au fur et à mesure de la quantité de requêtes demandées par mes utilisateurs, je vais à ce moment-là augmenter cette demande, augmenter, donc pousser le curseur un peu plus loin pour avoir des ressources supplémentaires et donc simplement payer plus cher à ce moment-là. Ça ne sert à rien, comme quand on est en on-premise, qu'on est en local dans une entreprise, de déjà prévoir des gros systèmes, des grosses machines et de les payer à vide. Ici, on va vraiment prendre ce dont on a besoin et augmenter au fur et à mesure les ressources. Donc, je choisis le type de stockage, il y a différentes versions, je vais prendre la dernière, et je choisis ce dont j'ai parlé, le type de géolocalisation. Alors, on le voit, je peux être soit uniquement local, jusqu'à des zones géorépliquées sur différents data centers. Évidemment, si je déduplique mes données sur 3-4 data centers dans le monde, non seulement je vais payer plus cher, mais j'aurai plus de garanties. Si l'accès à un data center est limité, forcément, je pourrais me connecter sur un autre où les utilisateurs vont être automatiquement connectés sur les autres pour pouvoir y accéder. Ici, moi, ce que je vais choisir, c'est le local redundant, donc uniquement base de données locale, enfin stockage local, encore une fois pour éviter des coûts dans un premier temps. Et je vais prendre ici un accès de type froid et pas un accès chaud, donc les vitesses d'accès sont peut-être un peu plus réduites à ce niveau-là, mais pour mes premiers tests, ça va être largement suffisant. Et une fois que j'aurai terminé, je vais aller chercher le bouton passage à l'écran suivant. Voilà, networking, je peux regarder est-ce que je veux des accès publics, privés, donc je choisis un petit peu les types d'accès. En général, quand je ne sais pas trop, soit vous avez l'aide, mais on peut choisir les options par défaut. Même chose, est-ce que j'accepte les serveurs, les transferts de manière sécurisée, les stockages sur des fichiers de large taille. Je choisis tout ça par défaut. Mes éléments de tag, même chose, je vais les laisser ici de base. Et je vais arriver sur le dernier écran qui va me demander de faire une revue de ce que je viens de choisir et d'appuyer sur le bouton de création pour à ce moment-là, donc une fois que la validation évidemment va être terminée, pour pouvoir créer mon espace de stockage. Voilà, il a pu valider que tout ce que j'avais demandé était bien disponible et correct dans la région que j'ai demandé. J'appuie sur le bouton de création et en général, au bout de quelques secondes, il faut parfois attendre quelques minutes, on le verra plus pour les systèmes de type base de données, mais j'ai mon service qui va être disponible. Donc là, il est en attente de déploiement et après quelques secondes, on va voir ça arriver tout de suite. Voilà, j'ai ma ressource qui est disponible, j'ai juste besoin d'appuyer
sur le bouton Go to ressources pour y accéder, ou bien je reviens sur ma page d'accueil, je reviens dans mes ressources groupes, je choisis la ressource que j'ai, le groupe que j'ai créé tout à l'heure, elle va apparaître ici dès que j'aurai rafraîchi, voilà, rafraîchi ma page. Et donc j'ai mon storage backup, VA storage backup, qui est présent. Il suffit de cliquer dessus pour rentrer à l'intérieur de cette zone de stockage et de définir qu'est-ce que je veux stocker à l'intérieur de ça. Alors j'ai plusieurs types de stockage possibles. On ne les verra pas tous non plus, mais j'ai globalement des conteneurs et des queues. C'est ce que j'ai expliqué dans la table des matières au départ. On va commencer par créer un conteneur. Donc le conteneur, lorsque je clique dessus, j'arrive dans un espace vide où je peux créer mon premier conteneur. Je vais demander de créer un blob storage, donc un espace de stockage par bloc, dans lequel je vais lui donner un nom. Donc je vais par exemple ici l'appeler pas AZ, mais AV, pardon, VA pour le Virtual Azure, VA Blob Backup. Je demande de faire la création, voilà. Après quelques secondes, encore une fois, il m'a créé cet espace, et donc ici, j'ai un espace dans lequel je vais pouvoir y déposer des fichiers. Alors, le plus simple, c'est je clique dessus et j'ai à ma disposition en haut un bouton Upload qui me permet de transférer des fichiers directement depuis le portail Azure. Maintenant, si je reviens sur mon espace de stockage, on va voir un peu plus bas que j'ai à ma disposition également des outils et des SDK, notamment un Storage Explorer. Storage Explorer, c'est une application qui va me permettre de venir placer graphiquement des composants à l'intérieur, des fichiers à l'intérieur de cet espace. Donc pour ça, j'ai juste besoin d'ouvrir cet espace de stockage. Je vais rafraîchir tout. Vous voyez ici que j'ai beaucoup d'abonnements pour les différents tests que j'effectue. Donc je choisis l'abonnement et le VA Blob Backup que j'ai créé. Évidemment, il n'y a aucun fichier pour l'instant dedans. Et là, je peux faire soit du drag and drop, donc glisser-déposer, soit demander de faire un upload de fichiers. Je vais pouvoir aller sur mon disque en local, sur mon dossier temporaire par exemple, dans le dossier de Virtual Azure, prendre le logo de l'événement. Je le choisis en blob, donc le classique, et je pourrais même, oui, je peux choisir éventuellement le type, je peux même changer le type de dossier, donc faire une structure de répertoire si j'ai envie. Ici, je le mets à la racine. Après quelques secondes ici de transfert, voilà, il se trouve sur mon interface. Et donc, si je reviens dans Azure, évidemment, c'est la même zone. Donc, je vais pouvoir directement venir ici, rafraîchir et, par exemple, faire un clic droit sur cet espace, sur ce fichier, pour prendre les propriétés et voir quelle est son adresse, son URL d'accès. J'ai demandé, rappelez-vous, quand j'ai créé le block storage, pardon, j'ai demandé qu'il soit public. Donc, si je fais un copier-coller de cette adresse et que je viens la placer dans un nouvel onglet, mon image, elle apparaît tout simplement directement à l'écran. Après, on peut gérer de la sécurité et placer d'autres éléments. Donc, ça me permet ainsi de venir positionner ce que je veux, que ce soit des images comme c'est le cas ici, des exécutables et tout ce que je veux. Si je reviens un peu en arrière, donc je reviens toujours dans mon espace de stockage, on a vu les conteneurs, on va voir maintenant ce qui se trouve un petit peu en dessous. Ça va être les espaces de type queue. Alors, on retrouve ici dans la liste un petit peu tout ce qui m'intéresse en termes d'espace et notamment ce que je cherche ici, voilà, je l'ai trouvé, c'est le static website. Microsoft a rajouté, il y a déjà quelques temps maintenant, il a rajouté la possibilité de mettre un site web directement derrière cet espace de stockage. Et donc tout ça, c'est tout simplement rechercher static website et on voit, on a un petit dongle, un petit curseur qui me permet de passer du mode désactivé par défaut au mode activé. Si je clique dessus, je vais pouvoir ici voir simplement quelle est la page d'index par défaut que je vais utiliser lorsque je me connecte sur mon site et éventuellement quelle est la page d'erreur si jamais on demande d'accéder à une page qui n'existe pas. Je vais faire par exemple une page 404.html. J'ai juste besoin d'enregistrer. Et il m'a tout simplement créé un nouveau blob qui s'appelle $web, dans lequel, si je clique dessus, je vais pouvoir accéder à cette adresse. Je peux customiser évidemment les domaines. Vous avez peut-être vu sur le côté, on a également la possibilité d'avoir des domaines personnalisés. Mais dans cet espace, je peux placer l'information, toutes les données que je veux à l'intérieur de cette donnée, de ce site $web. Donc là, je peux me retrouver ici, je peux positionner n'importe quel contenu, que ce soit un contenu de type single page application par exemple, ou un contenu statique, déposer des fichiers exécutables à échanger entre applications ou entre collègues, vous pouvez les placer là.
avec l'avantage que le storage de ce type-là, le blob storage, est un des services les moins chers de Microsoft parce que c'est tout simple, il n'y a pas de serveur derrière, il n'y a pas de PHP, il n'y a pas de .NET, il n'y a pas de Java, c'est je dépose des fichiers, je récupère des fichiers. Donc on ne peut pas faire plus simple en termes de récupération de données. Donc si je prends cette adresse et que je vais aller me connecter dessus, ben, on va voir au départ que évidemment ce sera vide. Alors le prix, puisque j'en parlais d'accès à ces blob storage, si vous voulez y accéder, vous voyez le plus simple c'est vous faites une recherche soit sur Azure Calculator ou Azure Calculatrice et vous arrivez sur cette adresse azuremicrosoft.com/pricing/calculator. C'est en fait une page qui vous donne tous les services disponibles. On peut les ajouter. Ici, j'ai ajouté déjà le service Storage Account pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Et alors, ben, vous devez juste renseigner à la calculatrice dans quelle région vous travaillez. En fonction de la région, il peut y avoir quelques scènes de différence. En fonction du type de stockage que vous avez demandé, version V2, j'ai demandé que ce soit du blob storage ici, de type redondance, le LRS, donc local. J'ai choisi un niveau de performance standard et j'ai demandé également que ce soit un niveau d'accès à froid. Donc, c'est tous les paramètres que j'ai choisis tout à l'heure. Et ensuite, je dis, tiens, voilà, je veux estimer, puisque je paye à la quantité, si je mets par exemple 100 gigas, on va voir que ben, tous les mois, je vais payer 84 cents pour 100 gigas de données. Puis si je veux y accéder, ben, je vais devoir faire des opérations. Il y aura des opérations pour écrire des fichiers dans cet espace de stockage. Je peux en avoir par 10 000 et même chose pour la lecture. J'ai par exemple ici 100 000 et je vais mettre 1 million d'utilisations donc d'accès lecture sur mon site, ce qui est quand même déjà pas mal. Et donc, ça, on voit que ça me coûte 8 cents. En réalité, c'est par 10 000 opérations que j'ai les. C'est même pas 8 cents, c'est 0,8 cents. Donc, pour ces 100 gigas de récupération de données d'espace de stockage que j'ai demandé, je vois que j'ai un total global de prix qui va me revenir à 2,66 € tous les mois. Donc, c'est évidemment très très bon marché, mais ça n'apporte pas énormément de services de pouvoir accéder à ça. C'est juste du stockage uniquement, du stockage simplement de base, quoi. Alors, autre type de service fourni par le Storage Account, c'est le système de queuing. Donc là, c'est une queue de type FIFO. Donc FIFO, bah, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai un point, une queue d'entrée dans laquelle je mets des messages et je vais pouvoir à tout moment récupérer ces messages. L'idée, c'est quoi? C'est quand vous avez des sites web, par exemple, qui peuvent être accessibles massivement, mais pour éviter d'avoir une surcharge sur le serveur, Microsoft vous fournit un service vraiment basique dans lequel vous allez pouvoir injecter des messages dans la queue pour dire voilà toutes les données que je vais récupérer, que je vais envoyer à mes utilisateurs. Et ça me laisse le temps ensuite de dépiler cette queue pour lui fournir un temps de traitement suffisant. Donc, même principe, je lui donne un nom, je l'appelle VAQ ici. VAQ Backup. Cette VAQ Backup à l'intérieur, ben, je peux soit utiliser l'interface graphique pour ajouter des messages à la main et donc tester si ça fonctionne bien, y compris si je fais un développement derrière en .NET ou autre techno, ben, j'aurai la possibilité d'envoyer des messages et donc je vais les visualiser, mais je peux le tester sans devoir développer quelque chose derrière. Et à tout moment, même chose, je vais pouvoir demander de dépiler, par exemple, via le bouton DQ Message qui se trouve ici, donc dépiler le message et le retirer de la pile pour simplement faire des tests manuels des messages que je vais envoyer. Alors ça peut être du message texte comme du message de type JSON, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on peut retrouver au niveau d'Azure en termes de local storage. Si maintenant, dans mes ressources groupes, j'appuie sur le bouton Add pour arriver et rajouter un autre type de ressources, je vais rajouter ici et je vais demander par exemple, autre étape, de faire une recherche sur une web application. Même chose, je fais une recherche sur web app, j'obtiens toutes les fonctionnalités de ce que ça va faire, j'appuie sur le bouton de création et j'arrive sur l'écran qui me propose toujours le même abonnement, qui est présenté ici, également le dossier de ressources dans lequel je vais classer tout ça, et ben, encore une fois, j'ai juste besoin de donner un nom à mon instance, mon site web, comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler ici, par exemple, VA Web Site, voilà. Ah, VA Website, il me dit qu'il est déjà utilisé, donc on va, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, comme d'habitude, je vais rajouter le backup au bout. Voilà, VA Website Backup. Donc ça, c'est mon nom avec vawebsitebackup.azurewebsite.net qui va être accessible de l'extérieur. Je choisis ici, est-ce que c'est un site qui va être hébergé avec du code, donc du .NET, du Java, du PHP, ou bien j'ai la possibilité de cocher la case pour dire je veux mettre directement une image Docker, et donc j'aurai juste besoin de cocher ce Docker conteneur. Ça ne va pas être mon cas ici. Moi, ce que je vais demander, c'est de créer du code.
Et d'abord, je choisis la région, parce qu'encore une fois, la région va influencer le prix, mais également le type de techno. Et je vais choisir le type de technologie. Alors, on voit ici, j'ai en termes de technologie, évidemment, tout ce qui est .NET, .NET Core, ASP.NET classique, j'ai du Java et j'aurai toutes sortes d'autres technos disponibles également, tels que je les ai montrés tout à l'heure. Donc, je choisis ma région qui est, comme d'habitude, Europe de l'Ouest. Je vais revenir sur le type de stack et je vais dire, tiens, ben, je vais faire par exemple du .NET Core 3 et je choisis si je veux l'héberger sur un serveur Linux ou un serveur Windows. Donc là, clairement, Microsoft va nous générer une machine virtuelle derrière, partagée éventuellement, on va le voir en fonction des différents plans des Windows plans, donc des types de plans disponibles. Alors, je peux en choisir un fourni par défaut, qui on voit d'ailleurs, c'est un standard S1 qui est là, mais je vais pouvoir en créer un si j'ai envie ici. Et ça, c'est ce qu'on vous conseille aussi de faire, c'est au moins en créer un plan à vous pour pouvoir venir définir ensuite et simplifier en quelque sorte, ne fût-ce qu'en termes de lecture, en mettant un nom VA plan par exemple, le VA étant toujours le Virtual Azure ici dans lequel on se trouve, dans l'événement dans lequel on se trouve. Et puis, ben, je choisis le type de service. Donc, soit je fais un site web à destination du dev ou des tests, soit de la production. Et j'ai à chaque fois le type de caractéristiques et la puissance de ces machines qui vont être utilisées. Donc moi, ce que je vous conseille toujours, c'est d'utiliser par exemple un mode dev vraiment de base, le basic par exemple, dans lequel je peux customiser mes domaines si j'ai envie, mettre du SSL en fonction des plans. On voit le D1, le partagé, on peut customiser mais pas mettre de SSL. Par contre, le B1, on peut customiser et mettre des certificats SSL de HTTPS derrière. Et donc là, je vais choisir par exemple moi un niveau de production standard 1. Voilà, j'appuie sur le bouton de résumé, de création. Le voilà. Et donc, j'ai juste besoin maintenant d'attendre, encore une fois, quelques secondes que le déploiement soit terminé. Et j'ai mon écran d'attente qui parfois peut durer un peu plus longtemps. Ici, voilà, après quelques secondes, le système apparaît et me montre que mes ressources sont mises en place. Donc j'ai juste besoin, comme d'habitude, d'appuyer sur le bouton de navigation vers la ressource. Et là, j'ai à ma disposition tous les paramètres qui vont me permettre d'accéder à mon site. Donc on va retrouver ici un résumé de tout. Et si vous voulez publier des données sur votre site web, le moyen le plus rapide, si vous avez soit Visual Studio Code ou Visual Studio en termes d'outils de développement, c'est que vous avez un petit bouton Get Publish Profile. Il suffit d'appuyer sur ce petit bouton-là, ça va automatiquement générer et vous télécharger un fichier .publish settings qui va contenir toutes les informations nécessaires pour faire, et donc tout le contenu nécessaire pour pouvoir publier votre site. Donc voilà, si je l'ouvre avec VS Code, je retrouve ici, je vais retrouver le nom d'utilisateur, le mot de passe, la destination, donc tous les paramètres qui vont me permettre d'accéder et de mettre à jour éventuellement mon site comme je le souhaite, avec toutes les données qui m'intéressent, simplement en faisant une publication depuis Visual Studio. Si je veux être un peu plus classique, on va retrouver ici sur la droite tout ce qui est adresse de type FTP. Donc on va avoir le FTP ou le FTPS qui va me permettre de me connecter avec des outils classiques du style Mozilla par exemple, FileZilla, pardon. Donc pour ça, j'ai simplement besoin de copier ce FTP. Et si je veux visualiser le site, j'ai l'URL qui est là, qui est par défaut toujours azurewebsites.net, avec le nom du site que j'ai spécifié. Je peux évidemment mettre le domaine que je veux derrière cette adresse. On aura une rubrique domaine un peu plus loin sur la liste des options à gauche. Donc moi, ce qui m'intéresse dans mon premier cas, c'est je vais prendre cette URL, cette adresse FTP, et je vais demander d'aller la configurer via l'outil Deployment Center. Donc on voit sur la gauche Deployment Center, j'ai différents services qui sont accessibles en termes de déploiement. Je peux faire du Azure, je peux faire du GitHub, je peux faire du Bitbucket, je peux faire du local Git. Donc je peux publier directement un contenu Git dans mon site web par exemple, et je peux demander d'accéder au dashboard du FTP. Et là, je retrouve la fameuse URL FTP en haut et je retrouve mon username et mon mot de passe. Donc j'ai simplement besoin de sélectionner cette URL. Je prends, donc voilà, je vais faire un copier. Je prends mon FileZilla. Je viens coller l'URL dans cette zone de connexion rapide de FileZilla. Même chose pour le username. Je reviens dans FileZilla et je le mets. Et même chose pour le mot de passe. Je viens le récupérer ici. Copie. Voilà, je reviens dans mon FileZilla et je fais Quick Connect. Évidemment, je suis en FTPS, donc il me demande de valider un certificat. Et donc, je retrouve voilà, sur la droite mon site avec www.route, le contenu de mon site actuellement.
Et à cet endroit-là, je peux mettre n'importe quoi. Je vois que j'ai ma page hostingstart.html, qui est la petite page avec le petit logo joli que Microsoft nous a montré tout à l'heure, pour nous dire que la page était en cours d'attente ou en cours de développement. Je vais la supprimer, et si je déplace un logo, je peux revenir sur mon site web, et je vais pouvoir, voilà, je vais d'abord, pour éviter de leur taper, copier le nom de mon image. Je reviens à la fin ici, je fais / le nom virtualazure-logo.png et j'ai bien ma page qui apparaît. Donc mon site web fonctionne, j'ai envie de dire, je peux accéder à cette page sans aucun problème, sans difficulté. Alors, en termes de settings et de configuration, il y a un premier onglet sur tout ce qui est Application Settings, c'est globalement tous les paramètres qui se trouvent dans applicationsettings.json, donc tous les paramètres de base. J'ai les stacks dont j'ai parlé tout à l'heure, où je peux choisir du .NET, du PHP, du Python, du Java si j'ai envie, choisir la version de Java si je veux mettre tout ça dans ce langage-là. Je peux choisir la plateforme, est-ce que je veux que ce soit en 32 bits ou en 64 bits, est-ce que j'accepte le FTP ou pas, est-ce que j'accepte les WebSockets, donc les types de protocoles utilisés. Et chose importante, on retrouve ici le Always On. Ça, c'est par défaut, il est mis en général sur faux. Et donc, ça dépend en fonction du type d'abonnement, mais ça veut dire que mis à off, le Always On, au bout de à peu près 20 minutes, le site, si personne n'y accède, va se mettre en veille pour éviter d'utiliser des ressources. Évidemment, lors du premier appel suivant, ça va parfois mettre un petit peu de temps pour se réveiller. Donc souvent, en production, on va le demander qu'il soit mis en Always On, comme c'est là. Et puis j'ai les autres paramètres en dessous. Ensuite, j'ai les documents par défaut à appeler. Éventuellement, si je veux créer des dossiers, des passes, je vais pouvoir les définir aussi à cet endroit. Alors un peu plus bas, je vais pouvoir retrouver encore d'autres types de services, dont notamment une console. Ça peut être vachement pratique parce qu'on se retrouve avec, en mode web, directement dans le navigateur, une vraie console dans laquelle je peux faire un dir et j'obtiens le contenu de mon répertoire avec mon fameux fichier Virtual Azure logo que j'avais tout à l'heure. Je peux faire un ls, ça marche aussi, donc c'est aussi bien du Windows que du Linux à ce niveau-là en termes de recherche. Je peux remonter et redescendre dans mon dossier www.root, donc tout ça fonctionne comme si j'étais vraiment dans une application console, un terminal local sur ma machine. Tout ça fonctionne exactement de la même manière et aussi bien. J'ai par contre des outils qui sont quand même un peu plus intéressants. J'ai notamment dans Advanced Tools pour les devs, j'ai ce qu'on appelle un site qui s'appelle Kudu, dans lequel il y a plusieurs informations concernant le contenu sur mon site, les process en cours d'exécution, mais j'ai surtout la debug console avec le CMD ou PowerShell. Donc une vraie console, un peu plus avancée que celle qu'on vient de voir, et notamment séparée en deux. J'ai au-dessus les dossiers qui se trouvent sur mon site web et en dessous l'espace dans lequel je peux faire mes fameux dires, dans lequel je peux naviguer du coup par le bas et ou naviguer par l'interface console qui se trouve en dessous. Et dans ce cas-ci, je revois mon fichier qui est exactement positionné à cet endroit. Et c'est là où je vais pouvoir maintenant déposer également du contenu complet, donc par exemple même un fichier zip. Et si vous le déposez sur la droite de cet espace Kudu, vous voyez qu'il y a un espace pour dire je peux venir déposer le zip et il va lui-même uploader, transférer le contenu du zip, mais également le décompresser automatiquement pour moi. Je n'ai pas besoin de le décompresser et de l'envoyer fichier par fichier. Et donc ça me permet d'avoir ici un site que je viens de transférer, qui est un site statique complet, il n'y a pas réellement de développement de .NET ou de PHP derrière, mais c'est un site qui correspond à un développement sur lequel je m'amuse un peu, qui s'appelle Apps72, qui est une bibliothèque permettant de se connecter sur des bases de données. Je l'appelle Database Commands, donc un ensemble de composants. Et donc j'ai juste besoin de déposer ces fichiers sur cet espace, tout apparaît à cet endroit, et tout est également soit modifiable, soit supprimable. Et donc je peux à tout moment, par exemple, modifier la page Quick Start qui se trouve ici. Je descends dans CMD, DBCMD, je retrouve ma page Quick Start qui est ici, j'appuie sur le bouton d'édition, la page apparaît là, et donc si je vais, je sais pas, par exemple un peu en dessous, je vais pouvoir changer, revenir, je peux faire toutes les modifs que je veux, et également éventuellement télécharger le contenu en zip. Donc récupérer tout le contenu d'un dossier, je peux le faire sans difficulté aussi. Autre service fourni par Azure, c'est le App Service Editor. Il est en preview, il marche très très bien. Si je clique dessus, je vais arriver dans une fenêtre et là, tous les devs vont être contents parce qu'ils ne vont pas être perdus du tout, en ce sens que je me retrouve dans une fenêtre à la VS Code. J'ai exactement Visual Studio Code, mais en mode web, en mode HTML en quelque sorte, et dans lequel je peux venir faire des modifications de tous les fichiers que je veux. Donc autant je les faisais avec Kudu tout à l'heure, autant je peux les modifier ici. Et donc par exemple, je peux aller dans mon DBCMD tout à l'heure, mon Quick Start, je descends un peu, je vois, tiens, là il y a un logo, je vais dire, tiens, je vais supprimer ce logo, juste pour voir à quoi ça correspond.
Il fait une sauvegarde automatique, je reviens sur ma page Quick Start et il n'y a plus de logo. Si je redescends sur une autre page, ah ben là je revois mon logo et si je reviens sur Quick Start, effectivement mon logo a disparu. Donc je peux modifier en quelques secondes comme ça très rapidement et très facilement le contenu d'une page directement dans un éditeur connu, on va dire, par tous les développeurs et très facile d'utilisation. Alors après, on va me dire pas ce que je ne dis pas, c'est qu'il ne faut pas non plus aller en production, venir directement faire des modifications. C'est pas l'objectif non plus. Mais en tout cas, venir modifier des petits fichiers de config dans des environnements de dev, de test et autres, ça peut être évidemment toujours intéressant à certains moments. Et vous pouvez même le connecter sur Git. Vous voyez là sur le côté, vous avez un lien qui permet de faire une connexion directement à un serveur Git et qui va permettre de récupérer l'ensemble de votre dépôt Git et de le mettre à jour dans Git, dans GitHub par exemple, pour pouvoir venir mettre à jour directement votre site web et de voir un petit peu cette migration et cette mise à jour qui va passer de l'un à l'autre très facilement aussi. Voilà, ça c'est en gros les différents services de type stockage de données. On va passer maintenant à un autre type de services qui sont plus les stockages de contenu, de bases de données. Donc même chose, comme d'habitude, je viens rechercher ici un Azure SQL dans le Marketplace. Azure SQL qui est un service de type SQL Server, il est là en dessous. Je le sélectionne, c'est exactement SQL Server, à part quelques modifications plus liées à la sécurité, c'est exactement le même. Et donc je choisis ici l'abonnement et la ressource avec laquelle je vais travailler. Je vais me remettre dans mon Virtual Azure Group de tout à l'heure. Je choisis un nom de base de données, oui, je dis bien de base de données que je vais utiliser. Je vais par exemple l'appeler AV SQL Database et je vais demander de créer ou de choisir un serveur SQL déjà existant. Je peux mettre plusieurs DB sur un seul serveur. Moi ici pour la démo, je vais demander de créer un nouveau serveur SQL. Donc j'appuie sur ce bouton et là, il me demande de rentrer le nom de mon serveur, le nom d'utilisateur, la localisation avec laquelle je veux travailler. Donc par exemple AV SQL Server comme nom de serveur. Je vais donner un nom de login pour pouvoir accéder à ce AV SQL Server.database Windows.net. Donc le login, je ne sais pas par exemple, qu'est-ce que je peux mettre je vais mettre Denis. Voilà, un mot de passe que je vais choisir et évidemment qui est caché, je ne vais pas dire crypté, mais qui est caché, donc que je ne vous dis pas, mais que je connais et que je vais pouvoir utiliser pour me connecter ensuite. Et évidemment, la localisation où je veux placer ce serveur, donc par exemple ici en Europe de l'Ouest. Voilà. Une fois que c'est terminé, j'appuie sur le bouton OK et j'ai mon serveur qui est présent et j'ai simplement besoin ici de choisir est-ce que je veux définir une base de données de type élastique ou pas. Élastique signifie simplement qu'une fois que la DB va être un peu plus grande et arriver à ses limites, il va lui-même augmenter la puissance du système pour pouvoir garantir que vous puissiez mettre des données. C'est évidemment tout de suite un peu plus cher aussi et demande un peu plus de ressources. Et c'est là où je vais pouvoir définir le type d'abonnement, donc notamment le fait est-ce que j'accepte ou pas cet Elastic Database. Et comme je vous le disais, moi en général je prends au départ une base minimum ou une base standard. On voit d'ailleurs le prix légèrement ici sur la droite. C'est encore une fois, je crois que c'est 12 €, quelque chose comme ça pour une base standard. Donc je choisis ici la puissance qui est calculée en ce qu'ils appellent en DTU, qui est un mix entre la mémoire, le disque, la vitesse du disque, la capacité. Et voilà, j'ai 12,65 € pour une base de 250 Go en niveau standard 0, donc le standard de base. J'appuie sur le bouton de création, d'abord de révision et puis de création, voilà. Et après quelques secondes, encore une fois ici, ou quelques minutes, ça dépend un peu de la vitesse d'accès, j'ai ma DB qui est disponible et je peux y accéder via ce bouton Go to Resources. À ce niveau-là, je vois le nom de la DB et je vois éventuellement quelques statistiques sur les accès à ma DB. Et moi, ce qui m'intéresse surtout en tant que développeur, c'est comment faire pour y accéder. Vous retrouvez ici toute votre chaîne de connexion complète, formatée en ADO.NET, donc en .NET, en JDBC, en ODBC, en PHP. Donc vous avez des exemples de code pour tout ça qui sont disponibles directement sur place de cette chaîne de connexion. Alors, chose importante, il y a, avant de se connecter, besoin de configurer les règles firewall. Du moins, une règle de base, c'est qui a accès, quelles sont les adresses IP qui ont le droit de se connecter sur ce serveur SQL. Il faut savoir que de base, seuls les services Azure, notamment un website, peut se connecter sur une base SQL, à condition évidemment d'avoir coché la case. Mais sinon, si vous, votre poste client, vous essayez de vous connecter, vous n'arriverez pas à vous connecter, donc j'ai besoin à ce moment-là de rajouter mon adresse IP. Il vous la propose d'ailleurs automatiquement. Vous voyez ici, Client IP est la 91, 180, etc. J'ai juste besoin d'appuyer sur ce bouton, Add. Il me la rajoute ici. Je fais un save.
Et là, ça va me permettre d'accéder à ma base de données SQL depuis n'importe quel autre logiciel classique de connexion, que ce soit SQL Server Management Studio ou autre logiciel. Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir un message d'erreur qui va vous dire que les règles firewall bloquent l'accès évidemment à votre base de données. Donc par exemple, vous pouvez utiliser n'importe quel outil. SQL Server Management Studio peut très bien faire l'affaire. Maintenant, en général, il y a d'autres outils moins gourmands, moins coûteux que cet outil, plus à destination des administrateurs. Et un des outils notamment, c'est Azure Data Studio. Moi, je vous conseille de l'utiliser. D'abord, encore une fois, en tant que développeur, vous avez la même interface, d'ailleurs un fork de VS Code, mais vous avez la possibilité de vous connecter plus facilement et plus adapté, j'ai envie de dire, aux développeurs. Donc, je fais un fichier nouvelle requête, j'appuie sur le bouton de connexion, je vais devoir mettre le nom du serveur que j'ai créé pour pouvoir me connecter, et je vais devoir ensuite spécifier le login et le mot de passe. Donc, le nom du serveur, je retourne sur Azure et je vais voir ici server name, je le copie. Je reviens à l'intérieur de mon Azure Data Studio, je le colle. Je vais choisir une authentification de type SQL. Je vais mettre mon fameux login Denis que j'ai eu du mal à trouver tout à l'heure et le mot de passe que j'ai précieusement gardé dans un coin de ma tête. J'appuie sur le bouton de connexion. J'ai mon firewall qui fonctionne très bien, donc j'arrive à me connecter sans aucun problème sur ma DB. J'ai ici, par défaut dans SQL Server, on a toujours une base de données qui s'appelle master, mais j'ai évidemment ma DB VA SQL Database qui est présente. Et là, je peux faire n'importe quoi comme type de requête. Je vais pouvoir même, par exemple, aller rechercher un script de création de DB complète, un script SQL, voilà, créer des tables de département, d'employés. Donc voilà mon script avec des données d'exemple. J'appuie sur le bouton d'exécution et hop, tout s'exécute sans aucun problème. Et je vais pouvoir après venir vérifier si tout a bien été exécuté comme il fallait, simplement en faisant par exemple un select pour aller rechercher l'ensemble des données qui se trouvent sur ma table des employés. Je fais ça, j'appuie sur F5 et l'ensemble de mes données apparaissent. Donc là, j'ai effectivement bien une base qui est disponible. Autre outil que je trouve moi très intéressant aussi, c'est un outil qui n'a rien à voir avec Microsoft, qui s'appelle SQLDBX. Donc vous le retrouverez sur sqldbx.com. Voilà, c'est un petit outil qui est gratuit dans la version personnelle. Pour la version professionnelle qui a d'autres limitations en personnel, vous aurez besoin de payer quelques euros pour ça, mais qui a surtout l'avantage d'être entièrement autonome. Il n'y a pas besoin de l'installer. Donc moi, ça m'arrive de temps en temps, quand je dois me connecter à des machines virtuelles, de pouvoir accéder à une DB, à une base de données. Mais vous allez pouvoir télécharger cette version personnelle, la déposer en un seul exécutable sur votre disque ou sur le serveur, vous double-cliquez dessus et vous arrivez, vous rentrez le nom du serveur, le nom de la base de données, le nom d'utilisateur et le mot de passe de manière tout à fait classique. Et vous appuyez sur le bouton OK, vous vous connectez. Donc vous avez une vraie interface graphique. Donc c'est un petit outil gratuit pour l'utilisation simple, qui est quand même assez facile à utiliser. Et donc on peut faire une recherche pour, tiens, donne-moi la liste de tous mes employés. Et tout ça apparaît forcément exactement de la même manière que ce qu'on avait avec Azure Data Studio. Donc voilà, donc si je reviens ici au niveau de mon groupe, j'ai différents services maintenant qui sont présents. On va voir maintenant pour en créer encore un nouveau. Un nouveau type de service, c'est le CosmoDB. Donc, si vous ne voulez pas créer des bases de type SQL, donc des bases de données hiérarchiques, Azure CosmoDB, c'est une base de type NoSQL et ça va faire entièrement l'affaire. Toujours même principe, je choisis un nom pour créer mon service. Donc, par exemple, même chose, même logique, je vais l'appeler VA CosmoDB. Voilà. Je choisis quel type d'API, parce que Microsoft supporte différents types d'API d'accès, encore une fois, quel que soit le langage. Donc les API de base en langage de type SQL, ça peut être des API de type CosmoDB pur ou Cassandra ou bien Azure Table. Donc on a un petit peu différentes manières d'accéder à cette base CosmoDB. Donc vous choisissez celle que vous voulez, bien entendu, et qui est la plus à même à vos développements. Je choisis ensuite le type de plan que je veux appliquer. Vous voyez que Microsoft va vous demander globalement à peu près 25 $ par mois pour y accéder, mais vous avez un plan de base qui est gratuit. Et donc, vous pouvez choisir simplement la localisation et vous avez à peu près 5 gigas de disponibles pour ces premiers espaces gratuits. Même chose, choisissez la géolocalisation. Est-ce que c'est multi-région ou pas en termes d'écriture? Est-ce que c'est pour de la production ou pas? Et quand j'ai terminé, j'appuie sur le bouton de création. Et donc là, je me retrouve avec ma base de données qui va se créer, qui va prendre un peu plus de temps en général là pour pouvoir être exécutée, être créée. Et quand c'est fait, vous avez un bouton de Go to Ressources comme d'habitude
qui va me permettre d'accéder à cette nouvelle ressource CosmoDB, dans laquelle je vais pouvoir retrouver les statistiques et retrouver dans l'aspect Quick Start, retrouver automatiquement l'ensemble des types de code, des modèles de code, pour pouvoir me connecter à ma DB. Donc je retrouve du .NET, je peux retrouver du Xamarin, je peux retrouver du Java, je peux retrouver du Node.js. Donc vous avez des exemples de données, de code à pouvoir utiliser pour vous connecter sur le système. Alors si je retourne sur la partie overview, vous voyez que vous avez les statistiques d'accès avec les différents codes HTTP pour pouvoir voir si tout se passe bien. Et vous avez aussi surtout un Data Explorer qui va vous permettre de visualiser en quelque sorte le contenu de votre DB NoSQL. Donc, je vais pouvoir, moi, dans un premier temps, par exemple, créer du contenu. Donc, je crée un nouveau conteneur dans lequel je vais lui donner un nom. Qu'est-ce que je vais mettre? VA, NoSQL, conteneur, par exemple. Voilà, je choisis un peu la puissance que je veux mettre à ce conteneur en question. On me donne une estimation du prix toujours aussi. Je choisis, est-ce que je veux qu'il soit... Ah oui, je dois lui donner un ID, un conteneur ID. Donc, je vais par exemple lui mettre AV conteneur 1. Je vais mettre VA conteneur 1, c'est mieux. Je vais lui donner une clé pour la partition. Donc ça, c'est tout ce qui est obligatoire lorsqu'on veut créer un conteneur dans une base NoSQL. Je vais l'appeler adresse/id. Voilà. Donc, elle se trouve ici, mon VA conteneur 1. Et là, j'ai tout ce qui est procédure stockée et mes items, donc mes données, dans lequel je vais pouvoir demander de créer ces nouveaux triggers, nouvelles procédures, par exemple. Et dans mes items, j'ai la possibilité également de venir rajouter un nouvel item, un nouvel exemple de données. On voit, ce sont des documents NoSQL, donc ce sont des documents format JSON. Il suffit que je mette un contenu à cet endroit-là, que j'enregistre et j'aurai une nouvelle donnée à l'intérieur de ma DB. Et comme je l'ai dit, vous avez toujours tous les langages disponibles pour accéder à cet élément-là. Alors voilà, dernier service que je trouve indispensable pour les développeurs, pas en permanence, mais quand même de manière assez régulière. Microsoft le conseille d'ailleurs, on va le voir tout de suite, surtout si vous faites typiquement des pull requests ou des vérifications de code par exemple. Sachez que vous avez ce qu'on appelle le Visual Studio Online, donc accessible à l'adresse online.visualstudio.com. Quand vous arrivez la première fois, l'écran est vide et on vous demande de créer un environnement. Ici, mon environnement est en train de démarrer parce que je me connecte sur la base. Et donc, si je demande de créer un nouvel environnement, j'ai juste besoin de lui donner un nom, un dépôt Git, parce qu'on va voir, en fait, l'idée derrière ce Visual Studio Online, c'est tout simplement de pouvoir se connecter sur un dépôt Git et de venir développer, venir travailler sur ce code. Et donc, derrière ça, j'ai juste besoin de spécifier la puissance de la machine, parce que j'aurai une vraie machine virtuelle, donc un vrai Linux, soit un 4 core 8 Go, soit un 8 core 16 Go, dans lequel je pourrais faire ce que je veux, y compris installer des applications si ça me chante en tant que développeur pour pouvoir le faire. Et comme je vais payer à l'utilisation, j'ai également un suspend, donc une mise à l'arrêt de la machine après un certain temps d'inactivité. Par exemple, après 30 minutes d'inactivité, automatiquement la machine va s'arrêter. Alors, Microsoft le conseille si on fait par exemple des revues de pull request. Vous voyez, on va payer globalement pour 2 heures d'utilisation, on payera à peu près 1 euro. Si jamais je veux l'utiliser en permanence en mode standard ou en mode premium, si je veux l'utiliser en temps actif de 100 heures avec un total complet de 730 heures, donc c'est-à-dire je la laisse allumer tout le temps, je vais payer globalement par mois 55 euros à peu près. Donc ça dépend évidemment quel est le service que vous voulez utiliser, mais ça peut, dans même beaucoup de cas, ça peut commencer à venir dépanner si vous voulez non pas uniquement voir le code, mais quand même l'ouvrir, le tester et avoir un vrai Visual Studio Code, un vrai VS Code disponible. Et donc pour l'utiliser, comment ça se passe? Il suffit de choisir l'environnement qu'on a créé, appuyer sur les 3 petits points et dire vas-y, connecte-toi. Et si j'appuie sur ce bouton de connexion, je peux l'ouvrir dans VS Code directement en local sur ma machine, mais ce n'est pas en général pas le but. Si j'appuie sur ce bouton de connect, j'ai besoin de ne rien installer sur mon PC en local, ça se fait uniquement en mode web, et j'ai à ma disposition ici un contenu complet avec un espace de travail. On va attendre un petit peu pour que les fichiers apparaissent. J'ai la release note de VS Code qui apparaît, j'ai évidemment toutes les mises à jour depuis la dernière fois que je me suis connecté qui sont dispo et qui apparaissent également. C'est un vrai Linux, donc je peux faire un ls pour obtenir les fichiers qui se trouvent dans mon espace de travail. Je peux même dire, tiens, dis-moi dans quelle version, quel environnement Linux je suis. Je crois que je suis dans un environnement Azure version 5.0, 10.32 par exemple pour le moment. Et si je vais voir dans la liste des fichiers, je retrouve, voilà, on va fermer ça, je retrouve tous mes fichiers.
avec toutes mes parties de code, dans lequel j'ai un VS Code complet, donc j'ai un IntelliSense et j'ai toute l'information, entre guillemets, qui m'est utile pour pouvoir développer, quoi. Donc voilà, ça me donne un petit peu tout le panel des différents services que Azure me propose, me fournit. Donc, ça veut dire en termes de prix, dernier service, oui, que je n'ai pas montré, mais je vous le montre ici sur un slide. Vous avez dans la partie gauche de l'ensemble des différents services offerts un cost management que je vous conseille d'aller vérifier régulièrement. Ça vous donne en quelque sorte le crédit qui vous reste si vous avez un abonnement MSDN. Vous pouvez obtenir, je crois que c'est 70 € ou 130 € disponible en fonction du type d'abonnement MSDN. Si pas, évidemment, il va venir chercher l'argent sur votre carte de crédit. Mais vous pouvez voir à l'intérieur de ce cost management l'ensemble des ressources et les prix associés à chacune de ces ressources, avec notamment un petit graphique qui va vous donner l'évolution avec une estimation de, tiens, au bout du mois, ben, voilà combien ça va coûter, quoi. Donc, en termes de prix, il faut savoir aussi que Microsoft vous fournit sur azure-microsoft.com/free, je vais mettre l'adresse juste sur le slide après, vous fournit des services gratuits. Alors, il y a certains services qui sont gratuits pendant 12 mois et certains services qui sont gratuits à vie, des services de base, d'accord, mais pour faire du dev ou pour tester des petits modules, ça peut être quand même vachement intéressant. Certains services gratuits, on entend par exemple, on en a parlé tout à l'heure, Azure Cosmos DB, les 5 premiers gigas avec 400 unités de requête sont gratuits. Le stockage de fichiers, même chose, 5 gigas en stockage local, c'est gratuit. Stockage en blob, même chose, vous avez 5 gigas gratuits. Une base de données de 250 gigas pendant 12 mois gratuit. Et 64 gigas de disque de type SSD si vous avez besoin d'avoir ça gratuitement aussi. Donc si vous voulez démarrer, vous pouvez lors de l'inscription recevoir d'abord un crédit de 170 € disponible, voilà, pendant 30 jours à utiliser. Ça, c'est lors de la première connexion. Sinon, bah, vous pouvez continuer avec les produits gratuits que je viens de citer et vous retrouvez tout ça derrière azure.microsoft.com/free et vous pouvez ensuite payer uniquement à la consommation. Et n'oubliez pas d'aller pré-visualiser, pré-calculer ça sur azure-microsoft.com/pricing/calculator. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour ici, je pense, d'une bonne partie des services disponibles dans Azure et nécessaires pour les devs. En tout cas, c'est des services que nous, on utilise quasiment tous les jours. Et donc, bah, ce soit le stockage, les web services, les databases, les machines virtuelles, sur lesquelles je ne suis pas rentré vraiment en détail, mais le principe est le même pour les créer. Vous créez des machines sur base d'images toutes prêtes, Windows ou Linux. Le monitoring pour visualiser les fichiers log, etc. Donc tout ça se trouve à cet endroit. Et si vous avez des questions, je suis évidemment ouvert. Si vous n'avez pas le temps de les poser ou que vous avez des questions plus précises, ben, le plus simple, c'est par Twitter. Vous m'envoyez un petit tweet sur mon compte Denis Voituron, sur mon blog desvoiturons.com et on va retrouver tout ça avec plaisir. Voilà, voilà.